Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Après avoir incarné un grand homme, le grand acteur que vous êtes va renouer avec son origine du pays des montres pour lire des textes écrits avec la précision d'un mouvement d'horlogerie et qui ont traversé le temps. Bonjour Samuel Labarthe. Bonjour Jacques. C'est vrai que vous allez lire des textes de Georges Perec dont on va célébrer les 40 ans de la disparition, on en parlera tout à l'heure. Et puis je vous avais accueilli il y a un an dans les clés d'une vie, mais vous avez tellement de choses à raconter, vous avez fait tellement de choses que on peut remettre le couvert comme on dit. Voilà. Écoutez, volontiers, c'était un si bon moment. On va essayer de faire le même. Et avec des dates. Alors la première date, évidemment, c'est le 9 novembre 2020 avec ce générique. Je vous avais accueilli pour parler du De Gaulle, qui est passé en 6 épisodes sur France 2 l'an dernier, de Jacques Santamaria et Patrice Duhamel, réalisé par FrançoisVel. Ça a été un immense succès. Des millions de spectateurs et des millions de replays. Je crois que c'est le plus gros succès depuis longtemps de l'histoire de la télévision. Oui, ça s'est malheureusement passé en pleine pandémie, deuxième pandémie. Donc effectivement, on est tous restés un petit peu devant notre poste de télévision. On n'a pas eu de grande avant-première, comme c'est d'habitude le cas, où on peut remercier la technique de nous avoir accompagnés, enfin fêter la sortie. Mais effectivement, ça a été assez bien annoncé et curieusement diffusé. Oui, et on a vu les courbes d'audience, elles sont stables du début à la fin, les gens n'ont pas lâché un seul moment de ce De Gaulle, qui était un film historique. En revanche, je suis désolé, mais j'ai pas vu la chaîne de télévision féliciter les comédiens ou les auteurs. Non, jamais. Non, pas une seule fois. Je pense que c'est un sujet qui devait sans doute les déranger, qui devait ressembler à la télévision de papa, dont ils ne veulent plus aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Dans un autre pays, on aurait fait une série de 12 épisodes. Au moins, on ne l'aurait pas appelé The Crown, mais on l'aurait appelé De Gaulle, tout simplement. Oui. Et je pense que ça aurait très bien marché à l'international. On ne se donne pas les moyens de parler de notre histoire, et ça m'attriste, parce que d'autres le font avec des grosses carences, puisqu'ils parlent de leur pays et de leur vision depuis leur pays, avec des gros oublis. Voilà. Et effectivement, le jeunisme fait qu'on ne pense pas. Certains écoliers que j'ai rencontrés pensent que De Gaulle est encore vivant. Ah, c'est merveilleux, parce que sa pensée l'est encore. Voilà. Alors, en fait, il y a quelqu'un qui m'en a parlé, c'est Philippe De Gaulle, qui a eu 100 ans voici quelques semaines. Il a vraiment aimé. Vous l'avez rencontré, Philippe De Gaulle? Non, j'ai rencontré absolument personne de la famille. C'est un regret que j'ai, parce que j'aurais beaucoup aimé rencontrer déjà Anne, sa petite fille, qui joue, qu'on voit dans la série. Philippe, évidemment, l'amiral. Voilà, mais on a déjà tellement eu la chance de tourner pour la première fois à la Boisserie, alors qu'aucun tournage n'avait été autorisé auparavant. C'était déjà assez extraordinaire de se retrouver là. Mais non, je n'ai pas eu la chance de les rencontrer. Jusqu'à voici quelques mois, Philippe De Gaulle déjeunait en ville, comme l'on dit, et il y a une photo prise il y a 2 ans dans un restaurant parisien qui s'appelle le Ballon des Ternes, où il pose avec Michou. Ah. Il a déjeuné avec Michou, vous imaginez? Michou, qu'on appelait la belle du 18 juin, oui. A déjeuné avec Philippe De Gaulle. C'est extraordinaire. C'est très joli, oui, c'est 2 mondes. On vous parle encore de ce rôle de Samuel Labarthe? On me parle beaucoup plus du commissaire Laurence que du général De Gaulle. Pour la petite histoire, je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté il y a 1 an, mais c'est vrai que pendant 7 ans, travaillant dans un commissariat de 1960, j'avais évidemment la photo du général de Gaulle officielle devant moi, et il a simplement fallu changer de position. Voilà. Il y a un autre De Gaulle qu'on a oublié, c'est Adrien Quéla-Legrand. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? C'était le sosie du général. Il s'est spécialisé dans son rôle. Il a tourné une demi-douzaine de fois dans des apparitions muettes jouant De Gaulle de dos. Et c'était tellement célèbre, et c'était un acteur un peu qui avait du mal à travailler. Il avait une carte permanente pour déjeuner au musée des armées, ministère des armées. Extraordinaire. Alors, finalement, vous êtes un Suisse qui a découvert la complexité de la politique française, Samuel Labarthe. C'est joliment dit. Je regrette qu'il n'y ait pas plus de démocratie participative dans notre pays, voilà, en tant que Suisse. Alors apparemment, ça ne peut pas s'adapter à un grand pays comme la France, qui a quand même des institutions un peu restées monarchiques, on va dire. Mais là, la démocratie participative, malheureusement, j'observe les limites. Voilà. Alors, il y a une chose étonnante, vous avez fait De Gaulle, mais avant, vous avez fait Chirac dans Mort d'un président, Samuel Labarthe. Oui, alors écoutez, je ne sais pas, c'est un hasard, hein, c'est un choix. J'étais très honoré de faire Jacques Chirac
pendant les dernières années de Pompidou. D'abord ministre de l'Agriculture, ensuite de l'Intérieur. Mais c'était déjà pour montrer cette espèce d'association entre Giroud et Juillet. Donc c'était assez joli de voir un petit peu comment le nouveau poulain Chirac était lancé dans la bagarre, les coulisses du pouvoir, etc. Moi, j'aime assez, hein, même avec Villepin dans La Conquête. Oui. Voilà. Bon, je vais vous dire, c'est un hasard si c'est toujours du même parti, quelque part. Moi, je n'ai pas du tout été avancé pour ça. Mais en plus, quand vous avez fait Chirac, vous êtes allé, je crois, au Quai d'Orsay pour poser des questions sur Dominique de Villepin. Ah, mais dites-moi, vous êtes bien renseigné. Effectivement, puisque je savais qu'on allait faire La Conquête, et effectivement, ou c'était juste après, je ne sais plus très bien. Je me suis renseigné auprès de l'huissier qui était là depuis un certain nombre d'années, sur la personnalité de Dominique de Villepin, etc. J'ai fait ma petite enquête. Déguisé en Jacques Chirac. Exactement. Et personne ne vous a reconnu. C'est extraordinaire. Absolument pas. Mais c'était un homme très pudique. On sait aujourd'hui qu'il y a une photo qui a été prise le jour de son élection en 95 à 20h. Il est seul dans son bureau et il pleure à chaudes larmes. Et la photo n'est jamais passée. Claude Chirac l'a interdite et cette photo est dans un coffre-fort. Car on n'a pas le droit de voir Jacques Chirac en train de pleurer. Avoir des émotions. Et pourtant, Dieu sait si c'était un homme sensible et qui aimait la vie et qui aimait les bonnes choses. Et c'est dommage. Et Dominique de Villepin, comment on incarne Chirac, Villepin? Est-ce qu'il faut regarder la télé? Est-ce qu'il faut les observer? Comment on fait, Samuel Labarthe? Je sais surtout comment il ne faut pas faire. Après, je ne sais pas comment on fait véritablement, parce que c'est très compliqué. On n'est pas des imitateurs, on est des interprètes. Et si on cherche à imiter, on tombe tout de suite dans la marionnette de Canal+. Donc c'est très compliqué. En même temps, si on n'arrive pas à donner quelques signes qu'on reconnaît, les gens vont penser qu'on n'est pas capable d'imiter ou d'incarner le personnage. Mais en même temps, on peut regarder les Guignols de l'info ou regarder les archives de l'INA. Alors, les archives de l'INA, oui. Les Guignols de l'info, faut s'en méfier parce qu'on a très vite envie de les imiter à nouveau. Donc, c'est assez rigolo. Effectivement, la façon de parler. Encore que Dominique de Villepin était peut-être moins médiatisé qu'un Chirac, ou moins imité, en tous les cas, qu'un Chirac ou qu'un De Gaulle. Et Dominique de Villepin ou Chirac, vous en manifestez leur approbation ou rien du tout? Non, rien. Je suis même pas sûr qu'ils se reconnaissent dans l'exercice. Ça doit être très compliqué, étant le modèle de se retrouver face à un film en plus qui était un petit peu satirique pour La Conquête. Oui, et Nicolas Sarkozy n'a pas vraiment apprécié ce film, je crois. J'imagine, je n'ai pas eu ces commentaires sur le film. Et Dominique de Villepin, aujourd'hui, pour votre information, Samuel Labarthe, il est souvent en Chine, où il a ouvert une galerie d'art, et il a ouvert 2 sociétés à Hong Kong pour réaliser des transferts financiers avec la Chine et d'autres pays. C'est rigolo. Il n'est plus du tout en France. Je me disais, parce qu'on n'entendait plus parler de lui. Mais la petite histoire aussi est assez rigolo, parce que j'ai quand même tourné La Bûche de Daniel Thompson, où j'incarnais un mari marié à Emmanuel Béard. Et dans les enfants que nous avions, je pense qu'il y avait la fille de Dominique de Villepin. Marie de Villepin, exactement. Oui. C'est extraordinaire. Alors, il y a aussi un autre téléfilm, c'est Le Président et sa garde barrière. Ça aussi, c'est une autre histoire de Deschanel. Vous êtes spécialisé. C'est fou, j'avais oublié ça, bien sûr. Jean-Dominique de La Rochefoucauld, qui nous a quittés, que j'aimais beaucoup. Et effectivement, Jean-Pierre Cassel, qui nous a quittés aussi, que j'aimais beaucoup. Et qui interprétait Deschanel. Voilà, c'était un film de Didier Van Covelard, je crois, où il essayait de rétablir. Il avait écrit le scénario. Le scénario, oui, mais c'est Jean-Dominique de La Rochefoucauld qui l'a tourné. Et il avait essayé de réhabiliter la mémoire de Deschanel qui était tombé d'un train. Tout à fait, mais vraiment, il est tombé amoureux d'une garde barrière. Ce qui est étonnant, c'est qu'en Suisse, on ne connaît pas les présidents autant qu'en France, Samuel Labarthe. Non, je serais même incapable de vous donner le nom de la présidente. Je crois que c'est une présidente, puisqu'il tourne tous les 2 ans. Et donc, non, là, le modèle politique suisse est très, très différent. C'est des espèces de conseils qui se renouvellent comme ça, grand conseil, où
on a un président élu pour 2 ans et qui représente les intérêts de la France à l'étranger. Mais sur le territoire national, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut effectivement donner le nom du président ou de la présidente parce que c'est beaucoup moins médiatisé qu'ici. Oui, et en même temps, il y a un Suisse très célèbre, et il y a eu un téléfilm sur lui, et vous avez tourné dans ce téléfilm, c'est Henri Dunant, qu'on a totalement oublié, qui est quand même le fondateur de la Croix-Rouge, Samuel Labarthe. Oui, tout à fait. Et ça, c'était un beau projet, parce que vous voyez, on commençait par le fait de pouvoir travailler sur notre patrimoine culturel, sans le laisser forcément tomber entre les mains anglo-saxonnes. Et là, c'était un projet européen. Henri Dunant, du sang sur la croix, c'était un projet européen. Plusieurs pays s'étaient mis en coproduction, et c'était, je trouvais, un très très beau démarrage, un très beau tremplin pour parler de notre histoire européenne, qui est tellement riche et qui mérite véritablement qu'on s'y intéresse. Oui, et Henri Dunant, il faut savoir qu'il a eu le prix Nobel, et il n'a pas touché l'argent, et il a vécu pratiquement dans la misère alors qu'il a fondé la Croix-Rouge, Samuel Labarthe. Oui, oui, c'est une drôle d'histoire. On parle d'utopie, hein. Ce sont des rêves, comme disait Lamartine, prématurés, qui deviennent réalité, mais voilà, il y en a plein d'autres, des utopies comme ça. Ça doit donner du courage à plein d'associations ou même de défense du climat, de se dire que, voilà, au 19e siècle, aller chercher des blessés sur les champs de bataille, c'était encore très, très compliqué. Maintenant, il y a la Croix-Rouge, grâce à Henri Dunant, entre autres, Napoléon III, enfin bref. Mais non, si on se bat et qu'on a des idées véritablement fortes, on peut y arriver. Et vous êtes battu, vous, pour arriver à ce que vous êtes devenu. On en parle avec une autre date, le 19 avril 1987. A tout de suite sur Sud Radio avec Samuel Labarthe. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Samuel Labarthe. Nous parlerons tout à l'heure de cette soirée exceptionnelle où vous allez évoquer Georges Perec qui nous a quittés voici 40 ans. Et là, je reviens à une date importante, le 19 avril 1987. C'est la diffusion à la télévision d'une fiction qui s'appelle Un panier de crabes. Et je crois que c'est vraiment un tout petit rôle dans cette fiction, Samuel Labarthe. Avec Macha Merrill. Oui. C'était les enquêtes de Caméléon, une mini-série de 5 épisodes dans le monde de l'assurance, et vous avez un tout petit rôle, vous jouez le petit ami d'Isabelle. Vous voyez, alors ça c'est quelque chose, je me souviens très très bien de mon rapport avec Macha Merrill, qui a été excellent et qui est une femme extraordinaire que j'apprécie beaucoup, comme femme et comme actrice, mais alors mon rôle, je ne m'en souviens absolument pas. C'est votre première apparition dans une fiction à la télévision française? Ah non, parce que, pardonnez-moi, mais ma première apparition, c'était le dernier film de Michel Boiron. Et là, je peux vous dire que ça date, c'était en 86, je crois. En 1986, film de télévision? Oui, tout à fait. C'est pas Alina, en tout cas. Ah bah alors écoutez, Michel Boiron, qui a quand même été le réalisateur qui a fait tourner aussi Brigitte Bardot, oui. Et il y avait Florent Pagny comme acteur dans le film. Oui, absolument. Et là, vous aviez un petit rôle aussi. J'avais un rôle. Et dans ce film, Le panier de crabe, il y a Roger Carrel, voilà. Star du doublage, et Roger Carel qui était un fou dangereux, c'est-à-dire qu'il faisait des blagues. Un jour, il a passé une petite annonce pour vendre sa femme, et il a eu des réponses, ce qui lui a valu une scène de ménage. Et c'est vrai que le doublage aussi fait partie de vos activités, mais là-bas. Alors beaucoup moins depuis quelques temps, parce que effectivement, j'en faisais de façon très sporadique. Et suivant les films qu'on me proposait, des fois des magnifiques films, d'autres fois des films un peu moins bons, mais j'en ai jamais fait véritablement une sorte de deuxième activité parallèle comme ça. Mais j'ai surtout effectivement commencé à en faire beaucoup quand on m'a proposé de faire Georges Clooney, et effectivement depuis c'était quoi, Ocean's 11 ? Oui. J'ai commencé jusqu'à la fin, et on peut dire qu'il ne fait plus beaucoup de films, donc voilà, je suis un petit peu au chômage technique. Hein. Vous ne l'avez pas rencontré non plus parce qu'il vient souvent en France. Non, vous savez, moi-même, je remarque ce que c'est que d'être doublé. Et on m'envoie régulièrement des petits extraits, des petits meurtres en Allemagne, en Espagne, en Italie, voire ailleurs dans le monde. Et je peux vous dire que ça fait un peu bizarre d'avoir un autre acteur qui parle sur vous. Hein. C'est quand même, pour un acteur, ce qui le caractérise le plus, autrement que son physique, c'est quand même sa voix. À partir du moment où vous enlève votre voix, ça fait un peu bizarre. Donc je suis pas sûr que Georges Clooney apprécie véritablement me rencontrer. En tout cas, quelqu'un qui vous apprécie, car c'est grâce à lui que vous êtes venu à Paris, Samuel Labarthe, c'est Marcel Bluval, qui nous a quittés récemment. Oui, Marcel Bluval. Il y aurait tant à dire sur cet homme qui a... D'abord, on ne va pas le représenter, hein, c'est tellement
le pionnier de la télévision française, les Vidocq, le Don Juan. Il a fait tellement de films extraordinaires. Moi, je l'ai rencontré comme metteur en scène au théâtre à Genève, au théâtre de Carouge. C'était ma deuxième pièce, Mort d'un commis voyageur, qu'il allait remonter plus tard à l'Odéon avec François Perrier, pardon. Et il m'a dit, voilà, monte à Paris. Je suis au conservatoire, je te ferai passer le conservatoire. Enfin, je te préparerai parce qu'on peut pas faire passer le conservatoire. Et puis ça a été le début d'une longue collaboration, parce que je l'ai retrouvé au cinéma dans c'était quel est le titre, Berlioz, Beau comme un avion, je ne sais plus. Oui. Non, Le plus beau pays du monde. Et puis dans À droite toute, qui parle effectivement du mouvement de la cagoule dans les années 30 à Paris. Et puis je l'ai rencontré à plein d'occasions. Et voilà, il nous a quittés à un âge certain. Et il a laissé beaucoup de gens reconnaissants derrière lui. Et il faut savoir qu'il a été un pionnier de la réalisation à la télévision. Il faisait Marcel Bluval jusqu'à 6 mises en scène par an. Il a été le réalisateur du premier feuilleton de télévision, L'inspecteur Leclerc avec Philippe Nicot. Il y a eu Vidocq, et surtout, ce qui l'énervait, c'est qu'on lui parlait beaucoup plus de Vidocq que La Surprise, qui est un film qui lui avait valu une palme d'or du film de télévision à Cannes. Il avait dîné avec Antonioni et Fellini, et ça, on ne lui en parlait jamais. Oui, bien sûr, c'est toujours les choses les plus populaires. C'est pas toujours les meilleures. D'ailleurs, on est souvent récompensé aussi, pas pour les meilleures choses, hein, mais il y a aussi, il avait fait le Mozart. Le Mozart était magnifique avec Michel Bouquet dans Léopold. Et justement, Michel Bouquet, on va entendre sa voix parce qu'il y a des liens avec vous. Il est très difficile d'imposer une vérité vraie qui l'innocente complètement. Michel Bouquet, on l'a reçu dans Les Clés d'une vie voici quelques temps. Il s'ennuie un peu chez lui parce que sa femme lui dit qu'il fallait plus qu'il travaille. On lui propose des lectures, il n'a pas dit non, et il a 96 ans. Ah, il est magnifique. Et il a été votre professeur en plus, Samuel Labarthe. Oui. Ben, vous savez, on était encore à l'époque où on cherchait un maître. J'en vois plus beaucoup aujourd'hui. C'est un petit peu, c'est une période qui malheureusement n'a plus de maître. En tous les cas, dans notre profession, c'est compliqué. Mais à l'époque, il y en avait. Et Michel Bouquet en faisait certainement partie. Et j'avais une idée en tête, c'était entrer au conservatoire dans sa classe, oui. Et comment vous avez fait ? Alors, je m'y suis pris de plusieurs façons, parce que j'ai pas été reçu tout de suite. J'étais pas aussi bon qu'il fallait le croire. Et donc, je me suis pris à plusieurs fois. Et une fois, il est venu me voir à la sortie d'un concours que je n'avais pas eu, mais mon partenaire si. Et il m'a dit, mais il faut absolument que vous passiez le conservatoire. J'ai dit, écoutez, monsieur maître, je viens de le passer, mais j'ai pas été pris. Ah bon? Mais vous étiez excellent, j'étais pourtant là, dans la scène. Franchement, puisque c'est comme ça, venez à mon cours et vous pourrez être auditeur libre pendant l'année, parce que vraiment, je pense que vous avez le niveau d'être ici. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je me suis préparé l'année suivante, je l'ai eu à l'unanimité, et je l'ai eu comme professeur. Voilà. Et il disait toujours que, alors qu'il a enseigné 10 ans au conservatoire, que jouer ne s'apprend pas. Non, je pense qu'il a raison, parce que malgré tous les discours, malgré toutes les théories, Dieu sait s'il y en a beaucoup, ça s'apprend pas, ça s'apprend malgré tout sur le tas, mais en revanche, ce qui s'apprend, c'est la réflexion et la construction d'une pensée. Et pour ça, il était un véritable maître. Oui. D'ailleurs, Patrick Chenet, Claude Brasseur et Fabrice Lucchini le considèrent comme un maître aussi. Alors, il y a une chose aussi avec vous, Samuel Labarthe, c'est votre précision. Alors, est-ce que c'est le côté suisse, le mouvement d'horlogerie? Mais chaque fois qu'on parle de vous, on me dit que vous êtes aussi méticuleux qu'un horloger suisse, qui est d'ailleurs le métier de votre oncle paternel. Le métier de votre oncle paternel. C'est ça, pas facile à dire. Au conservatoire, on devrait dire le métier de votre oncle paternel. Oui, c'est pour faire les concours. Écoutez, oui, alors je ne l'ai pas connu beaucoup, cet oncle-là, figurez-vous, mais je sais qu'il a été horloger, qui réparait des montres assez prestigieuses. Mais effectivement, ce côté de méticulosité, pas facile à dire non plus, je l'ai depuis tout petit parce que je démontais systématiquement les radios, les vélos moteurs pour savoir comment ça fonctionnait. Et encore aujourd'hui, j'ai l'impression d'être né dans des modes d'emploi. Ça n'a rien à voir avec mon métier, hein, mais je répare systématiquement tout. Les téléphones, les machines à laver, les ordinateurs. Ça m'énerve de confier ça à quelqu'un d'autre. Je le fais vraiment au dernier moment, si vous voulez. Des fois, il n'y a que la plomberie qui est compliquée pour moi. Alors, est-ce que vous savez pourquoi, d'ailleurs, la Suisse est le pays des montres? C'est à cause d'un Français qui s'appelle Jean Calvin et qui a un jour
interdit au XVIe siècle le port des objets d'ornement. Et pour ne pas se retrouver au chômage, les orfèvres et joailliers ont créé des montres. Et c'est comme ça que c'est devenu le pays de l'horlogerie. Pas mal. Il faut savoir que les plus grandes fabriques de précision sont dans le Jura, juste à côté. Exactement. Alors, il y a eu aussi un autre téléfilm qui a été important pour vous, c'est Le Pain du Diable, Samuel Labarthe. Oui, c'était une belle histoire à raconter, une histoire vraie de ce village français qui a vécu une sorte d'hystérie et d'hallucination collective et qui a suite apparemment à du pain qui aurait été infecté. Ils ont été intoxiqués tous ensemble. Après, il y a eu des histoires absolument hallucinantes par rapport à cette collectivité qui aurait été victime peut-être d'un nuage de gaz que les Américains auraient déversé sur le village pour voir ce que ça pouvait faire. Du LSD, par exemple. Mais enfin, oui, c'était une belle expérience. Et est-ce que vous avez dû apprendre la boulangerie pour jouer ce rôle ? Non, parce que j'étais médecin dans le film, donc je constatais les dégâts plus que je ne faisais le pain. Et puis, il y a quand même aussi un film que vous venez de tourner il n'y a pas longtemps, qui se rapporte à l'incendie de Notre-Dame, le film de Jean-Jacques Hano, Notre-Dame, en train de brûler. Heure par heure, on voit ce qui se passe. Comment c'est arrivé ce projet ? Très simplement, c'est toujours par un coup de téléphone. Est-ce que vous êtes libre pour rencontrer Jean-Jacques Hano? Je mets plutôt 2 fois qu'une, volontiers. J'apprécie énormément son travail, j'admire ses films. Donc, après l'avoir rencontré et être passé déjà par les studios de décoration et de voir les maquettes, etc., c'était absolument hallucinant de voir le travail qui déjà avait été fait. Et Jean-Jacques Hano n'a fait que rajouter de l'enthousiasme au projet, parce qu'il a vraiment pris cette histoire qui nous a tous émus, qui nous a tous bouleversés. D'ailleurs, on sait tous ce jour-là où on était, qu'est-ce qu'on a fait exactement, comme quand on a appris l'attentat des Tours Jumelles. Eh bien, il a fait un travail d'enquête absolument remarquable, heure par heure, de savoir exactement ce qui s'était passé. Il a rencontré absolument tous les responsables possibles et imaginables, aussi bien publics que privés. Et c'est impressionnant. Ce qu'il a fait est impressionnant. Et donc, dans ce film qui sort en mars, vous êtes l'une des têtes d'affiche. Alors, vous allez rigoler parce que je suis encore un général 2 étoiles. Oui, c'est ça. Le général Gontier, que j'admire beaucoup d'ailleurs, que j'ai rencontré à l'état-major de Champéret. C'est merveilleux ce métier d'ailleurs, parce qu'on rencontre comme ça des gens et dans des situations où on n'aurait pas forcément l'occasion d'aller en ayant choisi un autre métier. Donc, on a rencontré ce monsieur qui a vraiment une très grande stature de commandant, de chef, avec un cursus universitaire assez impressionnant. Il a fallu à nouveau rentrer dans un costume existant, beaucoup moins médiatisé. Donc voilà, on ne peut pas penser que je vais l'imiter ou en tous les cas se rapprocher de son physique ou de sa façon de parler. Mais enfin, heure par heure, on a des photos. Il a fallu effectivement être assez proche de son sang-froid, de ses caractéristiques qu'il a démontré pendant cette tragédie. Et il y a d'autres événements qui sont passés dans votre carrière. Une autre date, le 5 avril 1993. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Samuel Labarthe. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Samuel Labarthe. Nous parlerons tout à l'heure de cet hommage à Georges Perec que vous célébrez à l'occasion des 40 ans de sa disparition. 5 avril 1993, vous remettez un Molière à celui dont nous allons entendre la voix. Ça fait plus de 35 ans que je suis ici. Et j'ai cette chance d'être... René de Obaldia qui nous a quittés voici quelques semaines après. Et c'est vous qui lui avez remis un Molière du meilleur auteur pour Monsieur Kleps et Rosalie. C'est vrai, qui était un très très grand succès parisien. Tout à fait, je me souviens. C'était des beaux Molières à l'époque. On avait des belles personnes à récompenser. C'était une belle cérémonie. Et Obaldia était un personnage hors norme. Complètement. Il était absolument admiré et reconnu, et j'étais content de pouvoir lui décerner ce prix. Vous l'aviez rencontré avant, après ? Non, alors malheureusement c'est très compliqué, on est en coulisses, on fait ça assez rapidement, après les gens se retrouvent avec les prix, etc. Non, on ne s'est pas parlé. En tout cas, Obaldia, qui nous a quittés à 103 ans, jusqu'à la fin de sa vie était un jeune homme. Moi je me souviens, il y a une dizaine d'années, il habitait un appartement au 5e étage sans ascenseur, il avait son vélo et il montait encore quelquefois avec son vélo. Ah bah,
Comme quoi, s'il faut des recettes de jouvence, vous l'avez là. Alors Samuel Labarthe, les Molières, vous êtes quand même un habitué puisque vous avez remis plusieurs fois des Molières. Vous avez été nommé 4 fois entre 1998 et 2009 sans jamais recevoir le moindre trophée. Oui, écoutez, il y a plein d'acteurs comme ça qui n'ont jamais reçu aucune récompense. C'est très, très injuste. Donc Bernard Giraudot, enfin plein. Vous voyez, c'est comme ça. Des fois, on arrive au mauvais moment. C'était souvent des gens plus âgés que moi, beaucoup plus âgés que moi, qui recevaient le prix. Donc ça récompensait aussi la carrière ce soir-là. Donc voilà, c'est déjà très bien de participer. C'est déjà très bien d'avoir une nomination. Et puis voilà, ça fait partie d'un CV aussi. Bon, c'est comme ça. Moi, on fait pas ce métier pour les prix. C'est vrai que vous avez raison que ça peut faire plaisir. Voilà. Mais en même temps, se retrouver dans la salle et ne pas être élu, ça démoralise pas? Alors, j'étais surtout terrorisé à l'idée de devoir me lever, d'aller dire quelque chose. Donc, quelque part, j'avais un double soulagement, si je peux dire. Ouf, c'est pas moi. Bon, c'est dommage que ce soit pas moi, mais ouf. En tout cas, parmi les nominations, il y a eu un grand succès. C'est La boutique au coin de la rue, qui est une pièce qui a marqué beaucoup notre époque, Samuel Labarthe. Oui, quelle aventure. Quelle aventure. C'est aussi l'occasion de parler de Myriam de Colombie qui nous a quittés, qui était la directrice du Théâtre Montparnasse, qui nous a quittés l'année dernière. Je veux dire que c'est une grande tristesse parce que c'est une femme qui a dirigé cet endroit avec Bertrand Tamin de façon assez rare. Et c'était une des dernières directrices de théâtre voilà, en fonction. Et cette boutique au coin de la rue, ça s'est fait en 2001. Et c'était le 5 septembre, la première, si je ne m'abuse. Quelques jours après, il y a eu les fameux attentats des Tours Jumelles à New York. Et alors, ça a été une catastrophe pour nous aussi, on va dire, si je peux dire comme ça. D'abord parce que nous, ça nous a évidemment tous choqués le jour de la représentation. Enfin, on a joué d'une drôle de façon. Et puis après, ensuite, on s'est rendu compte que finalement, il n'y avait aucun papier qui était sorti sur la pièce. Donc on a failli arrêter cette pièce assez rapidement, finalement, parce que les gens étaient déjà non seulement choqués, mais traumatisés et ne voulaient plus sortir. Et donc, pendant un mois, à environ 3-4 semaines, on a même supprimé les matinées. On s'est dit, ça va pas marcher. Et tout à coup, je vous dis un mois après, en septembre, novembre, octobre, fin octobre, les gens ont eu besoin de se changer les idées. Et je pense que notre spectacle était formidable pour ça, parce que ça parlait de Noël, ça parlait effectivement de toute une population qui allait sans doute disparaître dans les camps quelques années plus tard, mais c'était une pièce tirée du fameux film d'Ernest Lubitsch. Voilà, d'Ernest Lubitsch, La boutique au coin de la rue. Ça a été un succès absolument phénoménal. Je l'ai joué à peu près 1000 fois, je crois. C'est assez impressionnant aujourd'hui de jouer une pièce 1000 fois. On a fait 2 saisons au Théâtre Montparnasse. On avait une tournée de 9 mois, je crois. Enfin, c'était vraiment assez incroyable. Oui, et d'ailleurs, vous n'êtes pas un cas unique, puisque je me souviens, moi, des Palmes de Monsieur Schultz. Exactement. Pendant 70 soirs, elles n'ont pas démarré, personne n'y croyait, et puis un jour, ça a démarré, ça a fait 2000 représentations. C'est ça. Alors, il faut savoir que cette boutique au coin de la rue, dans le film, c'est une maroquinerie, là, c'est une librairie, et l'origine du film, il se trouve que Ernst Lubitsch a grandi dans une famille de tailleurs juifs à Berlin, et au grand espoir de son père, il ne voulait pas devenir commerçant. Et en souvenir de tout ça, il a écrit cette pièce qu'il l'a fait maître de la comédie sophistiquée. Alors c'est une pièce hongroise à la base qui s'appelle La Parfumerie en plus. Non seulement c'était pas une maroquinerie ni une librairie, ça s'appelle La Parfumerie et c'est une pièce qui a été adaptée, une pièce hongroise effectivement. Alors on a parlé cinéma, télévision, mais finalement votre vrai métier c'est le théâtre. Alors le vrai métier c'est celui qu'on continue à faire. Là ça fait quand même un petit moment que je suis plus monté sur les planches et je le regrette beaucoup. Ça date maintenant un petit peu parce que c'était en 2016, je crois, mon dernier spectacle, c'était Le Tartuffe avec Micha Lescaut, mis en scène par Bondy aux ateliers Berthier, de l'Odéon.
Et voilà, ça fait un petit moment que je ne suis pas monté sur scène parce que voilà, je tourne beaucoup et je dois dire que ça me manque plutôt. Parce que... Alors, il se trouve que vous avez joué le Cid à vos débuts à la Maison de la Culture à Bobigny. Vous avez ensuite passé 3 ans à la Comédie Française. Et il y a un point commun entre les deux, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu en 2008 un projet avorté, l'installation de la troupe de la Comédie Française à la Maison de la Culture de Bobigny pour qu'on puisse collaborer sur certaines pièces. Et ça ne s'est pas fait, c'était un scandale. Je me souviens très bien. C'est Muriel Mayette qui était administratrice à l'époque. J'étais pas encore dans la maison, mais on en parlait et ça avait scandalisé plus d'un. Je trouve que c'était une très bonne idée. Oui, et pourquoi ces scandales? Je ne comprends pas. Des fois, vous savez, c'est des comment dire, des disputes de chapelle. Il y en a partout dans tous les métiers. Et là, les paroisses étaient pas contentes. Alors, il y a aussi un autre rôle que vous avez joué, et là, je crois que ça a été aussi une aventure très insolite, c'est quand vous avez été à Chaillot, Samuel Labarthe, avec Savary, dans L'importance d'être constant d'Oscar Wilde. Oui, c'était une très belle expérience aussi, ça. Pièce incroyable. Je crois que Jérôme Savary disait quel dommage qu'on n'ait pas pu jouer, qu'on n'ait pas pu la jouer plus souvent parce que ça a été son plus grand succès, même encore plus grand que Le Bourgeois Gentilhomme. C'était avec Rupert Everett, Clotilde Courreau. On était pas mal sur avec Savary, il y avait toujours beaucoup de monde. C'était impressionnant. Mais c'était, voilà, surtout que il y avait Daniel Lebrun, évidemment. C'était une pièce extrêmement gaie, j'adore. De toute façon, c'est l'humour d'Oscar Wilde est vraiment un des plus fins qui soit. Et on a eu beaucoup de plaisir à jouer cette pièce à Chaillot, qui est un lieu quand même assez mythique, et devant le bonheur de parterre. Et il se trouve que travailler avec Savary, c'est pas simple non plus, parce qu'il peut changer sa mise en scène à la dernière seconde, il peut rajouter des choses, changer le texte, tout est possible. Ah, tout est possible, toujours, oui. Ça, c'est sûr. Je sais pas si c'est la tradition circassienne, mais on était vraiment jamais rassuré sur une scène ou un parti pris. Ça pouvait tout à fait changer, mais bon, la vie est changeante, hein, donc il faut se faire à l'impermanence, absolument. Mais c'est une forme de théâtre différente. Il y a eu beaucoup d'improvisation avant d'arriver au travail définitif. Il n'y avait pas tant d'improvisation que ça, parce que la pièce est quand même très écrite. Et il y avait... Enfin, après, oui, dans les déplacements, dans la façon de... C'était pas un travail tout à fait reposant, on va dire. Et moi, j'ai connu des auteurs qui ont fait 35 répétitions avec Savary et 35 versions de leur spectacle. Et quand il a mis en scène Oliver on Ice, il est très content parce qu'il y avait de la glace. Il ne pouvait pas poser son whisky sur la glace, ça le laissait froid. C'est le personnage. Ah oui, non, mais il est incroyable. Nous, il nous faisait passer un petit train derrière. Et chaque fois, dans les scènes, on entendait des remous dans la salle. On se disait, qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, c'est le petit train qui passe. Donc voilà, il fallait lutter contre beaucoup de choses. Mais vous savez qu'il jouait quelquefois ses pièces sans apprendre le texte. Et un jour, il joue une pièce des Magic Circus. Et il avait un nain qui avait une sorte de grande valise. Et sur il y avait le texte sur la valise. Seulement un soir, dans le public, il se trompe. Et le texte est passé du côté du public. Ça a été un véritable scandale. Et il y a quelqu'un qui est aussi très cher à votre cœur, Céline Renaud, Samuel Labarthe. Oui, vous avez joué avec elle au théâtre et à la télévision. Oui, 2 fois à la télévision, si c'est pas 3 maintenant. 3 oui. fois. Et puis surtout dans Très chère Mathilde, la pièce qui m'a fait la rencontrer. C'est quelqu'un de véritablement très cher à mon cœur parce que c'est une personne rare, une personne formidable qui se bat pour plein de beaux combats. Aujourd'hui, elle se bat pour adopter le fait de partir dans la dignité. Je pense que c'est un combat juste et qu'elle a raison de défendre. Elle le fait avec toute sa foi, toute sa générosité qu'on lui connaît. Et c'est vraiment une personne bienveillante. Et puis il y avait une énergie, une complicité entre vous en scène et en coulisses, Samuel Labarthe. Line apporte la fête partout où elle va. C'est absolument incroyable. On avait tous les soirs des gens qui venaient nous voir, mais je ne sais pas combien de personnes de Paris, et on avait du champagne. En fait, la soirée durait longtemps puisque la pièce était déjà assez longue, mais il y avait presque le double derrière de rencontres, de blagues, de souvenirs, parce qu'elle a des souvenirs, c'est absolument incroyable. On a envie de l'entendre absolument toute la soirée. Et combien de soirées nous raconter tous les gens qu'elle a rencontrés et tous ces souvenirs absolument incroyables. Donc. Et quand vous avez joué avec elle, elle avait déjà 81 ans.
Alors, je ne sais plus. À 80. C'est ça? Oui, oui. Ah bah, si vous le dites. J'ai jamais compté avec elle parce qu'elle a toujours cette jeunesse qui n'a pas d'âge. Et je crois qu'elle est la marraine de votre fille, Samuel Labarthe. Voilà, c'est ça. Ben, écoutez, ce soir-là, un soir, on était en train de... tout le monde connaît l'histoire, on l'a tellement raconté. On salue. Et puis, je lui dis, écoute, voilà, tu sais qu'Hélène est enceinte depuis 3 mois. Oui, oui, ben voilà, maintenant, on connaît le sexe de l'enfant. Ah bon? Et tout ça en saluant. Et alors, c'est une fille. Hein? Et vous avez trouvé un prénom? Oui, oui. Elle va s'appeler Mathilde. Oh, Mathilde, comme très chère Mathilde? Tout à fait. Bonjour, merci beaucoup. Est-ce que tu veux être la marraine? Et elle a fait oh. En scène, tout ça. En scène, tout ça. Ouais, magnifique. Le public devait être aux anges. Ben, ils ne se voyaient pas. Vous savez, on peut se dire beaucoup de choses quand on a la tête baissée. Remarquez, c'est comme Claude François qui insultait ses musiciens en se retournant vers eux pendant un spectacle, mais le public criait tellement fort que personne n'entendait ses injures. Ah non, mais il y a plein d'histoires comme ça. Mais il y a une histoire sur Lynn Renaud qu'on connaît peu. En fait, elle était la marraine de la version féminine du journal Tintin en Belgique, qui s'appelait Lynn, justement, dans les années 50. Ce journal s'est arrêté et il est devenu Mademoiselle Ashtendre. Et ça, c'est Lynn Renaud qui est à la base de tout ça. C'est très vrai. Non, mais on va en découvrir de plus en plus, je vous le dis tout de suite. Et alors justement, dans tous ces rôles, il y a une caractéristique. Vous avez souvent été le salaud. On vous propose beaucoup de rôles de ce genre, Samuel Labarthe. Oui, alors, je sais pas, vous savez, c'est peut-être mon côté ténébreux, hein, parce qu'on m'a toujours dit, voilà, les cheveux foncés, moins maintenant, hein, mais voilà, c'est le côté beau ténébreux qui n'est pas forcément le côté solaire qu'on attend dans les rôles. Et puis après, bizarrement, en France, à partir du moment où on a une certaine élégance et on peut porter le costume, tout de suite, malheureusement, ça, comment dire, ça va du mauvais côté. Ouais. Mais le bon côté des choses, c'est qu'on va dans quelques instants parler d'une autre date, le 3 mars 2022. A tout de suite sur Sud Radio avec Samuel Labarthe. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Samuel Labarthe. 3 mars 2022, donc on célèbre les 40 ans de la mort de Georges Perec et vous allez officier ce soir-là à l'espace Rachi pour célébrer cet anniversaire avec des lectures. Pourquoi d'abord avoir accepté ce rôle et cette fonction, Samuel Labarthe? Bah écoutez, c'est une proposition. Je n'ai pas été à l'instigation de ça, mais je suis très heureux. C'est souvent des propositions de hasard qui font que tout d'un coup, on se retrouve à inaugurer des choses que je trouve belles. Par exemple, au frontispice comme ça du dossier, c'est cette phrase d'André Malraux qui dit « L'art, la culture sont le plus court chemin vers l'homme ». Et oui, moi, j'aimerais bien être ce trait d'union le plus souvent possible entre différentes cultures et pouvoir passer des messages. Voilà. Alors, c'est un exemple type. L'espace Rachi, c'est un centre d'art et de culture qui défend en général le patrimoine culturel juif. Et là, Georges Perec, c'est quelqu'un dont tout le monde connaît le nom, mais finalement, peu de gens connaissent vraiment son œuvre, alors qu'elle est étonnante. Oui, étonnante. C'est un virtuose. Il était aussi, comme on l'a évoqué tout à l'heure, verbicruciste au point. Et donc, c'est quelqu'un qui s'amusait avec les mots, qui s'amusait avec la langue, et qui était en plus de ça membre de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. N'entrait pas qui veut, on choisissait les membres. Les membres ne choisissaient pas d'y entrer, mais on choisissait les membres. Et il a écrit ce fameux lipogramme qui est La disparition, où il n'y a pas la moindre voyelle E. Mais essayez juste de réfléchir, déjà de faire une phrase, là c'est foutu, une phrase, sans la lettre E. C'est déjà extraordinairement compliqué. Lui, il a fait tout un roman, et un roman qui se tient en plus de ça, avec des passages qui sont absolument incroyables. 78 000 mots, je crois. C'est hallucinant. Alors, justement, l'Oulipo, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas dans le grand public. C'est un cercle très restreint où il faut justement défendre l'orthographe. Bon, pas l'écriture inclusive, heureusement, mais autre chose. Oui, c'est ça, oui. C'est écrire sous contrainte. C'est-à-dire s'inventer des contraintes. Le lipogramme en est une. Et pouvoir continuer à produire des ouvrages
considéré comme de la littérature, avec des contraintes assez fortes. Il y a une autre contrainte aussi qui est incroyable, quand il fait les espaces et qu'il décide de choisir 12 lieux dans Paris et de les décrire selon un algorithme précis où il s'agit de revenir chaque année sur le même lieu, mais pas le même mois, sur 12 ans, pour décrire chaque année ce lieu comme il évolue, et d'avoir une photographie. D'ailleurs, ce serait l'idée d'une exposition absolument incroyable, parce qu'on a tel un constat d'huissier, un Georges Perec qui se rend 12 fois par an, et pendant 12 ans sur des lieux, avec des photographies et même des fois des souvenirs, des tickets de métro, des tickets de bus, un billet de cinéma, enfin quelque chose qui date de la journée et qui décrit ces choses-là. Ce serait merveilleux d'avoir en voix off comme ça cette espèce de photographie littéraire de la photo. Ouais, et en même temps, on verrait l'évolution de Paris depuis Georges Perec. Ah oui, surtout. Oui. C'est autre chose. Mais il faut savoir aussi que Georges Perec, c'est quelqu'un qui a écrit son premier roman, il avait 25 ans, et il a eu le prix Renaudot, donc c'était vraiment un écrivain hors pair qui est aujourd'hui dans la Pléiade. Et le prix Médicis avec La vie mode d'emploi, et qui est aujourd'hui effectivement depuis 2017 dans la Pléiade. Et c'est un exemple d'écriture, de travail d'écriture pour vous, Samuel Labarthe? Alors c'est un exemple de comment on s'en sort par l'écriture, parce que ce Georges Perec a connu ses parents peut-être 3-4 ans, 5 ans au maximum. Son père est mort au front en 1940, sa mère a été déportée à Auschwitz avec sa sœur, je crois. Et il a été élevé par sa tante et son oncle. Voilà, il n'a pas connu pratiquement pas ses parents. Ça a été une grosse déchirure, une grosse absence. Et toute sa vie, toute son écriture, je pense, c'est une sorte de reconstitution de son passé, retrouver des souvenirs, retrouver quelque chose sur lequel il puisse marcher, se tenir. Et cette espèce d'enquête qu'il fait, par exemple, sur les lieux de Paris, effectivement, il revient sur les lieux de sa naissance, dans le 19e, qui est la rue Villain, il faut le faire, hein, Villain, et il cartographie un peu son univers, parce qu'il n'y a rien de pire que, finalement, l'oubli qui s'apparente à la mort. Et donc, pour retenir cet oubli, il n'y a que l'écriture. Voilà. Et justement, c'est l'un des écrivains français les plus originaux, mais on en parle peu. C'est réservé à une élite et il faut réparer ça. Tout à fait. Donc le 3 mars prochain, ça sera presque la date anniversaire de sa disparition. C'est la date anniversaire. Oui, c'est la date exacte. C'est le 3... Non, parce qu'il est né un 7 mars. Il est mort le 3 mars 1982. Donc ça fera 40 ans. Et tant mieux, oui, de pouvoir... En plus de ça, on inaugure une série de lectures qui s'appelle Les Soliloques de Rachy, où effectivement, il y a beaucoup d'auteurs vivants ou décédés qui vont être lus par des comédiens. Et là, il faut choisir les textes de Perec que vous allez lire. C'est pas simple, Samuel Labarthe. Mais j'aime beaucoup, moi, ça. J'aime beaucoup cette littérature un peu éclatée, un peu difficile à dire. Et moi, j'aime... vraiment avoir des challenges de cet acabit. Et comment on choisit ces textes? Quel type de texte on peut choisir pour rendre hommage à un écrivain hors du commun? Écoutez, il y aura des extraits effectivement de la disparition, des extraits de ces grands livres, du petit vélo à guidon chromé, de la rue Villain. Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura pas mal de petits extraits de ces textes. Et ces textes, souvent, ne sont pas appris dans les écoles, alors qu'ils mériteraient justement d'être appris pour avoir un côté original, pour avoir le côté original de la littérature. Alors, je ne sais pas s'ils ne sont pas appris dans les écoles. Pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Ça devrait faire partie du programme, en tout cas. Oui. Et il y a un autre auteur très célèbre qui faisait partie d'ailleurs de la même association, qui est Raymond Queneau, et il a fait un texte que les frères Jacques ont chanté. Rêve. Il me semblait que tout fut brumeux et nacré autour. Alors, on parle de folie. Les exercices de style de Raymond Queneau, c'est une petite histoire toute simple dans un autobus, et c'est 99 fois le même texte. C'est extraordinaire, vous me faites encore penser. Et ça c'est encore Daniel Lebrun qui était dans cette pièce d'exercice de style que j'ai vu je ne sais pas combien de fois, et qui était travaillé dans tous les cours de théâtre à l'époque. On est exactement dans ce style des années 60, où quelque part il y avait, aussi bien en musique avec Berriot qu'au théâtre, ou même ce mouvement du living théâtre, il y avait des espèces de
d'expériences absolument ahurissantes. Voilà, il y en avait qui étaient totalement surréalistes et ridicules, mais il y avait des choses extraordinaires. C'était complètement fou, ça partait dans tous les sens, toutes les formes s'éclataient. C'est impressionnant de voir la diversité, la richesse de toutes ces expériences à cette époque-là. Et même beaucoup plus tôt, puisqu'il y a un texte de Jacques Arago, le boulevard Arago, qui s'appelle « Voyage autour du monde », et il n'y a pas la lettre A dedans. Ah voilà. Voilà. Mais ce sont des choses qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Non. Et d'ailleurs, Georges Perec, après avoir fait La disparition où il n'y avait pas de E, a fait un autre livre qui s'appelle Les Revenantes, où il tord un peu des fois l'orthographe, mais où il n'y a que des E. Oui. et il y a une coquille dans l'édition de 97, et la voyelle O apparaît à la place d'un E, et ça a été un véritable scandale. Mon Dieu, bien sûr. Mais alors, quand on voit ce genre de choses pour un comédien, est-ce que ça donne envie de jouer des pièces adaptées de tel texte, Samuel Labarthe? Oui, vous avez raison de parler de pièces, parce qu'il en a écrit, il a même fait des films, il a fait plein de choses. Hein. Mais oui, moi j'aime tout d'un coup aborder des univers comme Christophe Colomb a découvert l'Amérique. C'est un petit peu, c'est ça. On peut pas tout savoir, on peut pas tout connaître, c'est impossible. On a cette chance, nous acteurs, de pouvoir aborder encore une fois des auteurs qui ont échappé à notre connaissance et de pouvoir s'engouffrer dans leur univers, dans leur imaginaire. Oui, on parle beaucoup de la pataphysique parce que Boris Vian a été membre de cette association, mais on parle peu de Georges Perec et de tous ceux qui ont inventé cette forme de langage et qui méritent aujourd'hui d'être reconnus par la nouvelle génération. Tout à fait. Mais je pense que ce sera une occasion. Cette année, de toute façon, 2022 va être l'occasion de plein de choses. Pierre Lannes a fait un documentaire qui va bientôt sortir sur Arte. Il va y avoir évidemment un livre, je crois, qui va sortir aussi exhumé de ses archives. Donc il y a pas mal de choses qui vont se faire autour de Georges Perec cette année. Oui, il y a beaucoup de manuscrits de Perec qui ont disparu mystérieusement. Oui. Des choses qui avaient été refusées au départ. On a retrouvé un par hasard en 2012, Le Comte de Thiers, et ça s'arrête là. Non, ça s'arrête pas là, parce qu'il y a quelque chose qui va sortir encore. Je crois qu'on a encore retrouvé des choses. Vous savez comment on retrouve ça, en fait? Quand il y a des successions, il y a des brocanteurs ou des gens du marché aux puces qui ramassent tout et qui font le tri. Et on trouve des chefs-d'œuvre de ce genre. J'ai été voir récemment la magnifique exposition consacrée à Viviane Maier. C'est ça, hein, on a retrouvé ça dans des cartons. C'est absolument incroyable. Et alors l'orthographe, est-ce que vous étiez un maître en orthographe à l'école ou non? Alors, je viens d'une époque maintenant où je me rends compte que l'orthographe comptait et qu'on était vraiment, oui, on était très surveillés sur l'orthographe. Donc, ça a été assez rapide pour moi. J'aimais beaucoup lire. De toute façon, je photographiais les mots, donc j'ai pas eu trop de problèmes d'orthographe. Et l'école en Suisse, est-ce qu'elle était beaucoup plus rigoureuse qu'en France aujourd'hui, Samuel Labarthe? J'ai pas le souvenir d'une école rigoureuse. J'ai le souvenir de l'école tout court. Je crois pas que ça me plaisait beaucoup. Pourquoi? Parce que j'étais pas forcément à l'aise. Surtout parce que j'ai beaucoup changé d'école, pas pour des raisons de comportement, je vous rassure, mais pour des raisons de déménagement de mes parents. J'ai en fait vécu comme si j'étais enfant de diplomate, mais à l'intérieur de la même ville, si vous voulez. Donc, c'est pas tellement drôle parce que j'aurais pu apprendre d'autres langues. Hein. Oui. Mais là, en l'occurrence, chaque fois que je partais, il n'y avait pas encore de téléphone portable, de réseaux sociaux, ni quoi que ce soit, donc je perdais mes copains. Et finalement, j'ai eu du mal à m'en refaire. Peut-être aussi pour ça que j'étais moins à l'aise dans ce cursus. Voilà. En même temps, je crois que c'est à l'école que vous avez pris le goût du théâtre. Alors oui, vous avez raison. C'est le goût du théâtre et de la littérature française, parce que déjà, alors je sais plus, en quatrième, non, alors oui, c'est plus du tout la façon de compter. En école primaire, dès qu'on pouvait lever le doigt pour dire moi madame, je lisais dès que c'était possible. J'adorais lire, à voix haute. Vous voyez, c'est quand même, ça date. Hein. Donc, et le théâtre, effectivement, c'est au collège que j'ai commencé à en faire. Et ça vous a tout de suite passionné? Alors, oui, j'étais très étonné de voir surtout la réaction des gens, en fait, parce que j'y suis allé en dilettante total. C'était une pièce de théâtre de collège Oui, c'était Robert Merle, figurez-vous. Oui. Les Onderling, ça ne dit plus rien à personne. On ne sait même pas que Robert Merle a dû même écrire du théâtre. Et j'avais un professeur de théâtre, de français, Roland Eby, à l'époque, qui nous a mis sur scène, tous ensemble, comme ça. Et puis l'année suivante aussi avec Claude Magnier, Oscar de Claude Magnier, vous voyez. Et on saucissonnait les pièces. Et je me souviens des rires du public et des gens qui venaient derrière. Mais c'est un crime si vous ne faites pas du théâtre. J'avais 13-14 ans.
Donc vous pensez bien que mes parents me disent, oui, alors on se calme, hein, d'accord, tu passes ton bac et on en parle après. Et puis résultat, vous venez de tourner, je crois, avec Gérard Depardieu et Isabelle Adjani dans Diane de Poitiers. Oui, je refais mon histoire. C'était François Ier, effectivement, aux côtés d'Isabelle Adjani. C'est un magnifique projet que José Dayan a tourné en 2 fois 90 minutes sur Diane de Poitiers, la presque reine. Et c'est magnifique. Adjani est magnifique. Tous les costumes, enfin, vraiment, c'était le rêve. On a quand même tourné à Chambord, dans la chambre de François Ier, qui est normalement... on ne peut que visiter, si vous voulez. Moi, j'ai tâté le matelas. Et voilà, à Chambord, à Blois, c'est quand même une façon de visiter les châteaux de la Loire assez jolie. Hein. Et encore un film où vous parlez de notre histoire. Voilà. Mais j'aimerais beaucoup, encore une fois, que le service public, entre autres, défende notre patrimoine culturel avec plus de conviction. Voilà. Et vous défendez notre patrimoine culturel en défendant en particulier ce spectacle, cette lecture de Georges Perec le 3 mars à l'espace Rachy, avant d'autre chose. Merci d'être ainsi et de continuer à défendre ce qui est cher à notre cœur et à notre culture, Samuel Labarthe. Il n'y a que ça pour avancer dans la vie. Merci Jacques de m'avoir donné ce temps de parole. Je ne comprends pas, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes qu'on a commencé. Non, ça fait 1 heure, mais vous reviendrez, vous inquiétez pas. À très bientôt. À très bientôt. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.